Ya hey, 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 ya hey, ya hey, ya hey, 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 ya hey, ya hey, oh. Mi ono jawab tamanu suko girigani bib mi ono jawab mi gig mistigo giriga hawe sizag mi ono tewa migi kawashagiri gani moshoma migwet ono tewa migi nimisagiri gani stesag Miro mandum, migwet, unot, hewab tomane pegijga. Ya hey, 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 ya hey, ya hey, ya hey, 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 ya hey, hey, oh, migwet, de ma 18. Je remercie mon tambour parce que depuis que je le résonne, il m'a fait vibrer tout le long de mon bras gauche jusqu'au cœur. Du cœur m'a fait vibrer jusqu'à ma bouche, des sons. Puis tous, après ça, il y a eu des mots qui ont sorti de ce cœur-là pour chanter. Alors, vive les arts, vive la culture. Voilà, merci. Miigwech, Jacques, on va se retrouver à la fin de l'événement. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Je suis Marie-Claude Larouche, donc co-directrice avec Hervé Gué, ici présent, du laboratoire de recherche sur les publics de la culture. Donc, cet événement qui se porte le titre « S'engager donc en faveur des arts et de la culture en enseignement supérieur », donc enjeux, leviers et alliances. J'aimerais tout de suite signaler, comme vous le savez, que nous sommes sur le campus de Trois-Rivières, qui fait partie du territoire ancestral atikamekw, le Nitaskinan. Historiquement, ce lieu est une terre de rencontre et d'échange entre les peuples, et c'est l'esprit dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Cet événement se veut aussi une contribution à la mise en œuvre de la politique culturelle qui a été adoptée par l'UQTR en 2021. Puis on aura peut-être, à la fin de la rencontre, une annonce à vous faire, peut-être, un petit suspense qui nous viendrait peut-être du service du partenariat du soutien à l'innovation concernant l'embauche d'une personne à la coordination des activités culturelles. Mais pour l'instant, j'aimerais vous inviter à tirer profit de ce qu'on a préparé pour vous. Le traiteur Sagamité de la Nation Abénaquise a préparé des boîtes à lunch au coût de 5 $. Je vous invite à en tirer profit. Dans certaines boîtes à lunch, il y a un billet pour gagner un cadeau culturel que vous pourrez retrouver au choix, pas à distance, mais pour les gens à la toute fin de la rencontre. Donc, bienvenue aux gens en présence, bienvenue à distance. J'aimerais souligner les partenaires de l'événement. Donc, vous verrez que la Maison des Arts de Drummondville, Desjardins et aussi le Musée des Abénaquis ont offert des billets, ainsi que des collègues qui ont généreusement partagé des ouvrages scientifiques qu'ils ont publiés dans les dernières années. Pour l'animation de l'événement, nous avons le plaisir d'accueillir Denis Simard, donc professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Ses intérêts de recherche portent sur les théories éducatives, la pédagogie et l'approche culturelle de l'enseignement. Ses travaux ont influencé beaucoup le milieu de l'éducation au Québec. Il a publié des travaux sur la question de la culture à l'école, sur l'humanisme et la pensée éducative des intellectuels au Québec.
Avant de lui céder la parole, on sait qu'on a un événement un peu minuté, puis beaucoup de gens qui vont se relayer au micro. J'aimerais vous signaler que ce qu'on fait, c'est un peu dans le cadre de la politique culturelle, pour laquelle il y a 4 orientations que je vais simplement vous rappeler, parce que ces orientations-là, elles permettent de comprendre à quel point les initiatives des collègues qui seront présentés ici sont structurantes à l'égard des axes qui ont déjà été définis. Donc, on a un premier axe qui est la participation culturelle. Donc, dans le fond, stimuler la participation culturelle en ayant une meilleure diffusion sur nos campus de ce qui se fait d'intéressant sur le plan culturel. Aussi, promouvoir la démocratie culturelle, donc venir en appui à toutes les initiatives des membres de la communauté universitaire pour promouvoir le développement de leur création et leurs habiletés artistiques. Promouvoir la diversité culturelle, qui est un axe qui se veut transversal pour une contribution à la meilleure compréhension de nos cultures respectives et le faire par le truchement des arts. Donc, vous verrez des exemples de ce qui sera présenté et étendre et diversifier le maillage culturel. Donc, voici les 4 orientations. Sans plus tarder, je passe la parole à Denis. Merci Denis. Merci beaucoup, Marie-Claude. Alors, à mon tour de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Féliciter les organisatrices et les organisateurs de cet événement et aussi les remercier d'avoir pensé à moi pour animer cette table ronde. Je vous propose d'ouvrir cette table ronde par une question et cette question m'a été posée par une étudiante dans un cours que je donne cet hiver et qui porte sur la compétence culturelle en enseignement. Mais au 2e ou 3e cours, elle est venue me voir à la pause et pour me poser une question qui m'a un peu dérouté au point de départ, puis elle m'a demandé la question et que je vous soumets. Pourquoi les êtres humains produisent-ils de la culture? Produisent-ils du symbolique? Alors, j'étais un petit peu dérouté, mais j'ai repris pied et j'ai commencé évidemment par lui dire qu'il y avait sans doute plusieurs manières de répondre à cette question. Et l'une d'entre elles, tirée de l'œuvre de Fernand Dumont, me paraissait intéressante et c'est ce que je lui disais. Fernand Dumont disait tout simplement: les êtres humains produisent de la culture parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec le monde. Parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec le monde. Fin de la citation. Ce qui veut dire que la culture n'est pas seulement la maison des êtres humains, celle que nous habitons tous les jours, où nous nous mouvons tous les jours, mais elle est aussi une distance qui interroge l'expérience humaine du monde, notre expérience du monde. Et de ce point de vue, il n'y a pas seulement une culture première, celle dans laquelle nous vivons tous les jours, je le répète, et qui existe selon des arrangements très divers à travers l'espace et le temps, comme nous l'enseignent évidemment les anthropologues, il faut retenir quand même leur enseignement. Mais également, il existe une culture, une autre culture, seconde celle-là, qui nous permet d'organiser de manière plus explicite, de manière plus consciente, plus réfléchie et critique notre expérience du monde. Alors cette distinction entre culture première et culture seconde, elle est importante et elle recouvre au fond la distinction que nous connaissons bien tous entre la culture au sens des anthropologues, d'une part, et d'autre part la culture au sens humaniste et critique. Et l'erreur, et Dumont le rappelle souvent, l'erreur consisterait à les opposer inutilement, ou à voir dans la culture première une culture de bas étage alors qu'elle coexiste de manière étroitement solidaire et de manière étroitement dynamique. Alors, cette distinction de Fernand Dumont entre culture première et seconde, elle est importante parce qu'elle nous permet de rappeler, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, que l'école est un cercle de culture seconde, et moi je pense qu'il aurait sans doute aisément accepté l'idée que l'université est un cercle de culture seconde. Et c'est bien ce qui nous réunit ici aujourd'hui, à distance et en présence. Que fait et que peut faire l'université comme cercle de culture pour diffuser, faire connaître, partager, promouvoir la culture et en particulier la culture québécoise d'expression francophone à ses étudiantes et à ses étudiants? Comment concrètement l'université pourrait-elle exposer davantage ses étudiantes et ses étudiants aux arts et à la culture? Nouer des relations et des alliances plus étroites avec les milieux culturels? Et quels sont les leviers dont elle dispose ou dont elle aurait besoin pour s'engager, justement, en faveur de la culture en enseignement supérieur? Alors, ce sont ces questions qui se posent, que nous allons poser aujourd'hui, et pour nous aider à y réfléchir et à avancer dans notre
réflexion, les organisatrices et les organisateurs ont réuni un panel quand même remarquable, très diversifié, très riche. Et je vous les présente à l'instant. Je suis sûr que vous avez hâte de les entendre. Il y a d'abord Madame Christine Vincent et Madame Emmanuelle Bousquet, qui normalement sont à distance. Elles sont là, très bien. Alors, elles font partie du réseau national Arts, Université et Culture. Et c'est une association qui fédère et accompagne les acteurs culturels, notamment les services culturels et vice-présidentes et vice-présidents culture. Et c'est pas rien, d'une 60aine d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche et d'une dizaine d'associations nationales étudiantes et structures culturelles partenaires. Donc, le réseau œuvre pour la reconnaissance et le développement de la politique culturelle des établissements en lien avec leur mission de formation, de recherche et de vie étudiante. Donc, nous allons accueillir Mme Vincent, qui est coordonnatrice depuis 2020 du réseau national Art, Culture, Université Culture. C'est une association française dédiée, comme je viens de le dire, à l'action culturelle dans l'enseignement supérieur. Mme Vincent est originaire du Québec et elle obtient un baccalauréat en histoire de l'art à l'Université de Montréal et elle s'installe en France où elle réalise des études supérieures en muséologie et management culturel. Nous allons entendre aussi Mme Emmanuelle Bousquet, qui est vice-présidente déléguée à la culture de Nantes Université, maîtresse de conférences en italien, spécialiste du processus de création des opéras, également élue vice-présidente au sein du bureau du réseau Art, Université, Culture, en charge des questions liées à la création contemporaine et au patrimoine sur les campus. Et en présence, nous allons entendre Mme Aimée, à ma droite, Aimée Gaudet-Leblanc, qui est professeure en éducation de la petite enfance à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle détient un baccalauréat en musicothérapie de l'UQAM, une maîtrise en éducation musicale et un doctorat en éducation musicale réalisé à l'Université Laval. Ses recherches actuelles visent à mieux comprendre les facteurs qui facilitent ou contraignent la participation des jeunes familles aux activités musicales qui leur sont proposées au sein de leur communauté. Nous allons aussi entendre, à la suite de Mme Gaudet, Mme Anne-Marie Leclerc, qui est professeure au département des sciences infirmières et scientifique en résidence à l'Observatoire des réalités autochtones urbaines du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Et elle enseigne les aspects socioculturels de la santé. Et ses projets de recherche portent principalement sur la santé des premiers peuples. Sera suivi par André Lessard, en plein milieu. André, qui est professeur en évaluation et intervention orthopédagogique au département des sciences de l'éducation de l'UQTR. Et ses intérêts pour la musique, une autre musicienne, Mme Gaudet. Et on est trois, là. Et même quatre. L'ont amené à mener des projets de recherche et d'enseignement qui portent sur l'intégration de la musique au sein d'approches d'enseignement et d'intervention qui soutiennent les apprentissages de personnes au profil varié dans différents contextes. À ma gauche, Mme Anne-Sophie Bali, linguiste. Je le dis correctement. Professeure au département de lettres et communication sociale à l'UQTR et plusieurs des cours que vous donnez d'ailleurs font partie de la formation des futurs enseignants de français au secondaire. Et ses recherches portent sur la grammaire enseignée au Québec et elle s'intéresse également au français québécois et à ses usages dans les nouveaux médias. À sa droite, Marie-Hélène Forget. Bonjour Marie-Hélène, qui est professeure à l'UQTR, en didactique du français. Ses recherches portent sur le développement de la compétence culturelle, en enseignement du français en formation initiale. Et auparavant, elle a occupé des fonctions d'enseignante de français au secondaire, de conseillère pédagogique et de superviseur de stage. On connaît très bien le milieu scolaire. Madame Saint-Amand, qui est juste à gauche de Madame Bailly. Madame Saint-Amand, Catherine, diplômée en communication sociale et vous vous impliquez depuis plus de 12 ans dans l'organisation d'activités culturelles sur le campus. Et de ses études à son rôle actuel au service aux étudiants avec le programme Mosaïque, en passant par le Bureau des relations internationales, vous valorisez l'engagement étudiant et le rayonnement interculturel. Alors, à votre gauche, nous avons Marcia Régis. Bonjour Marcia, qui est doctorante en biologie cellulaire et moléculaire, d'origine haïtienne, a étudié au Maroc. Elle est passionnée par la richesse des rencontres interculturelles et s'investit dans la communauté mosaïque pour favoriser les échanges. Et enfin, la dernière est la moindre,
Hein? France Bella Anaël Louis V, là-bas, je suis quand même assez bon. Étudiante au baccalauréat en études. On vient de me parler du très haut. Étudiante au baccalauréat en biologie médicale, j'ai grandi au Québec. Hein, vous avez grandi au Québec, c'est-à-dire qu'elle est arrivée en 4e année du primaire et elle est fière de cette terre d'accueil qui l'a vu évoluer. Et son intégration s'est faite naturellement parce que vous étiez encore jeune enfant à votre arrivée et vous êtes consciente, nous dites-vous, que ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein? Pour plusieurs, le Québec, c'est une nouvelle réalité à apprivoiser, loin d'une culture profondément ancrée. Et à travers votre engagement dans le programme Mosaïque, vous dites souhaiter contribuer à faciliter cette transition et favoriser des échanges riches et humains entre les cultures. Donc, on a un panel hautement relevé. Et la première question, on va faire un premier tour de table. J'ai assez parlé, vous m'avez assez entendu, on va faire un premier tour de table. Première chose que j'ai envie de vous demander, c'est la chose suivante. Hein. On trouve plusieurs initiatives porteuses en enseignement supérieur, au cégep, à l'université. Alors, pour faire connaître ces initiatives, moi, ce que je vous demanderais en guise d'ouverture, et j'ai mon chronomètre, je me demande de vous faire violence chacune, je vais vous surveiller de toute façon, mais je vais vous demander en 1 minute et 30, 1 minute 45, de décrire l'intervention ou la médiation culturelle que vous avez initiée dans votre contexte. Et on va commencer par nos collègues d'outre-mer, donc Mme Vincent et Emmanuel Bousquet. Attention, top chrono. C'est parti, Mme Vincent, Mme Bousquet. Oui, ça sera une intervention un petit peu plus générale quand même pour poser le contexte, puisque on reviendra sur les prochains tours de parole sur des actions plus concrètes. Puis nous, on n'est pas un établissement, plutôt un réseau national. En tout cas, la culture, c'est le fruit de pratiques démocratiques, de principes de liberté, d'égalité et de diversité, qui sont des indicateurs de la bonne santé d'une société. Et puis, elle permet aux individus de faire société autour du partage de culture et de pratiques culturelles. Inscrire une politique culturelle dans le projet d'établissement des universités, c'est faire vivre ces mécanismes démocratiques au sein même de nos institutions de formation de recherche, au bénéfice de la communauté universitaire, plus particulièrement de nos étudiants. La question qui se pose, c'est comment s'assurer que les politiques culturelles des établissements d'enseignement supérieur s'inscrivent dans une réelle démarche de démocratisation culturelle et qu'elles ne font pas que creuser les inégalités socioculturelles qui sont toujours présentes à l'entrée dans les études supérieures. Alors, comment toucher le plus large public étudiant alors qu'on connaît les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants, que ce soit la précarité, le manque de temps, des éléments qui renforcent l'inégalité d'accès à la culture. Euh, on a peu de données issues de la recherche concernant spécifiquement les publics étudiants qui font des études supérieures, que ce soit sur les apports de l'action culturelle au sens large, ou ou en matière d'apprentissage par l'art ou de développement de compétences transversales et psychosociales. En général, les études sont plutôt sur le public du scolaire et du secondaire. Il en va de même sur les pratiques culturelles et artistiques des étudiants, et puis sur le profil des étudiants qui ont peu ou qui n'ont pas de pratiques culturelles. D'ailleurs, à ce sujet, on attend avec beaucoup d'intérêt des résultats d'une enquête sociologique sur les pratiques culturelles des étudiants d'Aix-Marseille Université, qui est en cours, donc qui est réalisée par leur Observatoire des publics et des pratiques de la culture, qui est sous la coordination de Sylvia Zirel, qui est présente et que je salue. Et donc, malgré ce manque de données objectives, il est vraiment, il me semble impossible de ne pas reconnaître la nécessité d'intégrer à nos politiques culturelles une diversité d'actions dans une diversité de contextes pour multiplier les leviers permettant de garantir un accès égal à tous à la culture et à tous les étudiants dans leur diversité. Et juste, j'ai vu le petit carton rouge. Si une des clés, finalement, résidait dans le développement de l'action culturelle sur le temps même de la formation initiale des étudiants, indépendamment de leur domaine de formation, pour leur donner ou redonner envie de faire de la culture un élément essentiel de leur parcours et de leur pratique. Voilà la question auxquelles je pense plusieurs d'entre vous allez répondre aujourd'hui. Madame Bousquet? Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous. Pour compléter ce que dit Christine, je vais vous donner quelques éléments en donnant l'exemple d'une université, la mienne à Nantes Université, mais qui a
actions, des dispositifs qui sont communs aussi à d'autres universités. C'est très important de faire participer les étudiants, en effet, et d'enlever les freins, un maximum de freins pour aider des dispositifs qui permettent d'intégrer évidemment les étudiants qui aiment déjà la culture quand ils arrivent dans les universités, mais aussi d'attirer les primo-entrants, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire de la culture parce qu'on les a incités au collège et au lycée, mais quand on arrive à l'université en France, on doit avoir ses propres goûts, ses propres choix, et c'est là tout le travail d'un service culturel, d'accompagner et d'aider les étudiants à travers un certain nombre de dispositifs, d'innovation pédagogique, de liens avec par l'art évidemment, mais aussi un service culturel, ça a aussi d'autres obligations et d'autres avantages, c'est faire les liens sur les campus, c'est faire les liens avec les collectivités territoriales chez nous, et c'est faire le lien avec les artistes sur les territoires, et c'est extrêmement important. Vous appelez ça le maillage, mais j'aime beaucoup ce terme de maillage sur le territoire. Et je pense que en fait, ça a une grande valeur pour une université. Christine le disait tout à l'heure, université, je vais vite, c'est un lieu très, très important parce que c'est un modèle culturel qu'il faut défendre, bien sûr, qui, dans l'histoire, a bien sûr sa place et qui, pourrais-je dire, qui nous transforme parce que nous arrivons avec notre culture, nous avons une culture sur les campus et cette culture nous accompagne au-delà des murs de l'université pour aller dans le monde. Et je pense que ça, c'est une force. Il faut des financements, il faut des personnels et il faut une belle dynamique pour réussir tout ça. Merci. Merci, Mme Bousquet. Mme Gaudette-Leblanc. Oui. C'est vous? Oui. Donc, il y a des mots qui ont résonné en moi. Bonjour. Est-ce que ça va? Comme ça. Oui. Donc, il y a des mots qui ont résonné en moi dans ce que j'ai entendu. On a parlé, entre autres, d'inégalité sociale. Pour ma part, c'est vraiment quelque chose qui me donne beaucoup de motivation, surtout en lien avec les arts à la petite enfance. Lorsque je pense aux inégalités sociales, c'est-à-dire que certaines familles ont accès aux arts alors que certaines familles ont moins accès. Donc, c'est vraiment ce qui sous-tend mes travaux. Donc, rapidement, dans mes études doctorales, on a implanté un programme de musique par enfant en CPE. Pourquoi en CPE? Parce que le CPE est fréquenté par plusieurs familles, donc les parents et les enfants. Ensuite, comme deuxième projet, on a reçu un financement du ministère de la Culture et des Communications, un projet financé par Culture et Inclusion. L'appel de projet s'appelle Culture et Inclusion. Puis là, on a financé donc encore une fois la mise en place d'un programme de musique, mais qui était offert donc dans le milieu éducatif, dans 3 milieux éducatifs pour 200 enfants. Et à ce moment-là, donc les musiciens éducateurs se présentaient dans les milieux éducatifs et à raison de 30 minutes par semaine proposaient aux enfants de faire des activités musicales, cette fois-ci sans leurs parents par contre. On remarquait par contre que c'était très peu, 30 minutes pour faire de la musique. Puis depuis le début, en fait, dans la région dans laquelle j'habite, la Montérégie, on se questionne à comment faire pour venir soutenir le développement des compétences des personnes éducatrices qui sont au quotidien avec les enfants. Et donc, en parallèle, j'ai offert des formations aux personnes éducatrices en lien avec la musique. Plus dernièrement, le pôle d'enseignement supérieur de la Montérégie et Culture Montérégie m'ont tendu la main pour me proposer de faire un projet qui inclut des éducatrices, des enseignants au cégep, des conseillères pédagogiques et 4 artistes qui vont faire une résidence d'artistes en CPE dans les prochains mois. Donc, une première cohorte au printemps et une deuxième cohorte à l'automne. Et donc, je viens ici pour vous parler de ce projet-là aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Gaudet. Anne-Marie, Mme Leclerc. Oui, bien moi, en fait, ce que je souhaite vous parler ce midi, c'est un projet qui s'appelle le Parcours culturel. C'est un projet qui a été initié dans le cadre d'un de mes cours qui s'appelle Perspectives sociales et culturelles. Ce que je disais à mes étudiantes, je vais dire étudiantes parce que majoritairement des filles, ce que je leur dis en début de cours, c'est j'aimerais tellement qu'on parte en autobus, tout le monde, qu'on puisse aller voir le monde, aller sur le terrain. On a des contraintes budgétaires et d'horaire, mais c'est un peu ça, le parcours culturel, en fait, c'est de proposer aux étudiants d'aller à l'extérieur des murs de l'université, d'aller visiter le musée des Abénaquis, d'aller participer à une marche de mobilisation, mais d'aller vraiment
voir qu'est-ce qui se passe au niveau culturel en lien avec les thématiques du cours. Par exemple, premier peuple, immigration, grossophobie, donc vraiment très large ce cours-là. Les étudiantes ont vraiment bien répondu. J'ai une étudiante qui est allée à Wendake visiter le musée avec sa famille. Il y en a une autre qui est allée au Mont-Ham. Il y a une exposition des Abénaquis aussi qui est allée. Puis là, je vous donne plus d'exemples premier peuple, mais j'ai croisé des étudiantes aussi sur à des webinaires aussi. Fait que c'est vraiment d'arrimer en fait la théorie avec la pratique aussi. Puis il y avait d'autres propositions aussi que les étudiantes pouvaient faire, apprendre des salutations dans une autre langue, que ce soit une langue autochtone, l'allemand ou quelque chose qui fasse du sens évidemment dans leur réalité. Mais plusieurs propositions étaient pour les sortir du cadre habituel, de leur cadre aussi santé, parce que la santé, c'est pas juste à l'hôpital non plus. Ah, bon, c'est une discipline incroyable. Madame Lessard. Alors, que de projets intéressants aujourd'hui. Oui. En fait, je vais vous parler de mon projet qui est en fait la création d'un cours qui s'appelle La musique au service de l'enseignement. Il a été créé dans un contexte où les futures personnes enseignantes, même si elles reconnaissent que la musique est importante pour les élèves, les apprenants, elles ne se sentent pas outillées, les personnes, pour l'intégrer dans leur pratique. Alors moi, mon objectif en créant ce cours-là, c'était vraiment de pouvoir permettre aux personnes enseignantes de développer leurs habiletés, leurs compétences pour pouvoir intégrer la musique auprès de leurs élèves. Alors, il y avait deux intentions pédagogiques. La première, c'était vraiment de sensibiliser les personnes enseignantes à l'importance de la musique dans la vie des jeunes apprenants. Et la deuxième intention, elle était de les outiller pour qu'ils se sentent aptes et compétents pour intégrer la musique dans leur enseignement de plusieurs disciplines. Alors, c'est sûr que ce cours-là avait une multitude d'approches pédagogiques variées, mais tout ça, c'était vraiment toujours dans le but de créer un climat de confiance pour que les personnes enseignantes, les futures personnes enseignantes se sentent en confiance pour expérimenter la musique, pour vivre la musique et pour entrer en relation avec elle, pour par la suite être en mesure de l'intégrer dans leur enseignement quotidien. Alors, ça a vraiment été un cours qui, très concrètement, a permis aux futures personnes enseignantes de développer leurs compétences professionnelles dans une perspective de différenciation pédagogique. Et tout ça, au final, découle d'une certitude qui était que la musique a sa place dans la formation initiale universitaire des personnes enseignantes. Dommage que je vais couper, hein? Madame Bali, ça sera Marie-Hélène. Marie-Hélène, et après vous? OK. OK. D'accord, au prochain tour. Bien noté. Alors, Alors, Marie. Oui. Alors, Anne-Sophie et moi, nous venons vous présenter aujourd'hui notre projet de développement. En fait, on est arrivé devant un certain constat. Elle est formatrice en formation initiale des maîtres des enseignants de français depuis de nombreuses années. Donc, avec Anne-Sophie, on était quand même arrivé à un constat que la compétence culturelle des futurs enseignants de français, elle est fragile au terme de la formation initiale. On a voulu s'attaquer à ça. Les causes sont multiples, plusieurs sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Par exemple, la structure universitaire qui fait que nos enseignants, nos étudiants ont leur formation disciplinaire par des collègues des départements disciplinaires et leur formation pédagogique aux sciences de l'éducation. Dans ce contexte-là, on s'est dit comment on peut renforcer la compétence culturelle de nos futures enseignantes de français. La solution qui a été envisagée, c'est de concevoir, de développer un répertoire de stratégies qui pourrait être mis en œuvre par les collègues des cours disciplinaires, des stratégies qui visent justement le développement de cette compétence-là chez les futurs enseignants, qu'ils soient de futurs enseignants d'ailleurs du secondaire, du collégial ou de l'université. Donc, ça s'adresse à tous les étudiants qui sont dans ces cours-là. Donc, l'objectif, c'est d'élaborer des stratégies qui soient utiles, utilisables et acceptées par nos collègues de ces cours disciplinaires. Donc, on en est à la mise en œuvre de ces stratégies. On est en train de faire les entrevues
pour être capable de peaufiner tout ça. Et Anne-Sophie vous parlera de la suite lors du prochain tour de parole. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Madame Saint-Amand. Mais quoi de mieux que présenter un programme par et pour les pairs que les étudiants même. Donc, j'ai invité vrai, deux personnes oui. étudiantes qui participent aux activités mosaïques là, pour présenter. Donc, je donne la Tout parole à à Marcia. fait. Bonne idée. Alors, c'est Marcia. ça, Alors, pour la communauté mosaïque, c'est une communauté interculturelle qui reçoit plusieurs étudiants, notamment les étudiants qui viennent de l'étranger. Et du coup, nous sommes là que pour aider ceux qui viennent d'arriver, pour les aider à comprendre comment ça se passe à l'université et aussi par rapport à la culture québécoise aussi, parce que c'est une nouvelle culture, donc il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, on a aussi des étudiants québécois qui sont là avec nous, qui nous apprennent que ce soit des expressions, que ce soit les façons de nous comporter, je sais pas, face à une telle situation. Et aussi, il y a un programme de parrainage qui se fait entre les étudiants, où ceux qui sont arrivés bien avant, ils encadrent les nouveaux étudiants pour les aider à comprendre voilà, ce qu'on doit faire, que ce soit sur le thème administratif, que ce soit sur la vie ici à Trois-Rivières, ou au sein de l'université aussi. Donc, je ne sais pas si j'ai tout dit. Je laisse à Bella de... Comme elle l'a mentionné, le programme Mosaïque est en 2 volets. Donc, le premier volet, on fait des activités, généralement c'est le mercredi, où on va faire un mercredi-kiff, où ça va peut-être être des mandalas ou de la danse en ligne. J'adore la danse en ligne, donc je leur apprends à faire de la danse en ligne. Donc, c'est vraiment plus un moment de partage où on écoute la musique des Béninois, on écoute la musique des Haïtiennes. Le deuxième volet, c'est le volet jumelage. Personnellement, je ne savais pas que ça existait quand j'ai commencé l'université, mais je sais que mes colocataires, eux, ont bénéficié de ce volet où des personnes qui sont en 2e année, comme moi, ou d'autres personnes qui étaient en 2e année, ont pris un étudiant qui venait d'arriver et sont sortis avec leur ont montré les restaurants de Trois-Rivières. Donc, c'est vraiment plus, c'est pas seulement limité au niveau académique. Donc, oui, ce prof-là est très dur, donc fais attention, mais c'est aussi au niveau social, au niveau culturel, leur montrer que Trois-Rivières, c'est quand même une très belle ville. Il y a des beaux sentiers où tu peux aller te promener au niveau des rivières et tout. Donc, c'est quand même une ville agréable pour les études. Donc, aider les personnes à sortir, parce que moi, j'ai une coloc qui ne sort jamais, donc je la force toujours à sortir, donc pour lui montrer que... Même si vous lui dites que vous faites de la danse en ligne. Non, elle veut pas, j'ai toujours été, elle veut toujours pas. Je vous apprendrai. Mais tout ça pour dire que Mosaïque, c'est vraiment un programme que ça a vraiment changé mon parcours universitaire, parce que quand j'ai commencé l'université, je me suis inscrite à l'association de Biomède. Je me sens chez moi, parce que j'ai quand même un background québécois, mais je sais que j'étais quand même parmi les seuls Noirs qui étaient présents, parce qu'il y a beaucoup qui ne se sentent pas inclus, qui ne connaissent pas cette culture, donc ils ne sont pas prêts à faire le saut. Oui. Donc pour moi, Mosaïque, c'est vraiment beaucoup plus international. Donc c'est cet aspect-là que j'aime chez Mosaïque. Merci beaucoup. Bella. Oui. Puisqu'elle nous a appelé comme ça. Oui, c'est ça mon nom. Une démonstration de danse en ligne? Bien. Alors, on est rendu déjà à la 2e étape, à la table Élise. Donc, dans un deuxième tour, dans un deuxième temps, je vous demanderai de... Vous avez toujours aussi peu de temps. Alors, j'aurais dû le dire avant, mais quand je fais ceci, c'est qu'il vous reste 15 secondes. Voilà. J'aurais dû le clarifier. Bon, on apprend à être animateur, hein? C'est un métier qui s'apprend. Bien, alors, dans un deuxième temps, ce que je voudrais vous demander, c'est est-ce que vous êtes en mesure d'identifier des facteurs de succès de l'initiative que vous nous avez présentée, ou encore de nous indiquer comment se sont établis ou comment s'établissent des relations avec des partenaires quand vous initiez les initiatives dont vous avez. Alors, on recommence avec nos amis d'outre-mer. Hein? Donc, Madame Vincent. Madame Vincent, toujours là, Madame Vincent? Il fait beau? Toujours là. Il fait beau, il fait beau. Alors, Euh, 1 minute et demie. Voilà, des facteurs clés de succès de manière un peu globale. J'ai écouté les différents projets, là, les premiers éléments qui ont été présentés. Et voilà, je constate, et je ne suis pas étonnée qu'il y a pas mal comment dire, de convergence avec des éléments que nous, on a déjà identifiés au sein de notre réseau. Hein.
et je rebondis sur ce que disait Emmanuel Bousquet en introduction. Alors, on n'est pas encore tout à fait arrivé à ce sujet-là, mais la question, en tout cas, voilà, de l'envie de faire des choses, de développer, ça, je pense que tous les acteurs présents l'ont, mais pour peut-être contribuer à la réussite de ces initiatives, c'est la présence, sans doute au sein de l'établissement, d'un organe qui favorise le dialogue et l'extension des dispositifs et puis des actions qui peuvent être un petit peu plus individuelles ou en tout cas à l'échelle d'une formation. Comment on peut l'étendre de manière un peu plus générale. Je pense par exemple le répertoire des stratégies pour le développement des compétences culturelles. Là, on est vraiment sur la formation des futurs maîtres, maîtresses, enseignants, enseignantes de français, par exemple. Mais comment on peut éventuellement l'étendre dans d'autres disciplines, dans d'autres domaines de formation, peut-être plus disciplinaires, justement, pour voilà, vraiment avoir une approche d'innovation pédagogique. Donc ça, c'est un des leviers qui me semble essentiel. Merci beaucoup, Madame Vincent. Madame Bousquet? Oui, pour compléter ce que dit Christine, dans une université, il y a, en tout cas en France, c'est vrai qu'il y a des identités au sein des disciplines, des formations donc, qui sont attachées à ces disciplines. Et donc, il y a beaucoup de dispositifs qui permettent de développer la culture en lien avec chacune des disciplines. Et puis, à l'intérieur d'une université, souvent, il y a de la transversalité parce que nos établissements sont souvent multidisciplinaires. Et donc, il faut porter aussi des projets qui soient très transversales. Donc là, pour le coup, de façon très pragmatique, ce sont des résidences d'artistes qui se déploient sur les différents campus d'université, parce que parfois, en France, nos campus sont un peu dispersés dans les villes. Ou alors, il y a d'autres positifs comme des visites curieuses dans la ville en lien avec les acteurs culturels et les institutions. J'entendais les collègues québécois en parler. C'est vrai que c'est extrêmement important, d'autant plus que désormais, avec le mélange des étudiants, les étudiants arrivent aussi bien les primo-rentrants en première année, mais aussi les masters et aussi les étudiants internationaux qui restent pour des thèses parfois 3 ans et plus. Et ils ont besoin de connaître la ville, certes, mais ils ont aussi besoin de connaître les acteurs culturels du territoire. Et c'est aussi un travail très important de penser cette transversalité dans un établissement en lien avec le territoire. C'est vraiment une dynamique qui, derrière, il y a une dynamique de financement, bien sûr, derrière, qui doit soutenir tous ces efforts-là. Et on sait qu'en ce moment, la culture est importante et il y a un travail aussi des universités et, comme on dit, des équipes à l'intérieur culturelles de l'université qui doivent faire ce travail pour l'ensemble de la communauté. Merci. Merci, Madame Bousquet. Très intéressant. Madame Gaudet. Oui. OK. Moi, je forme et je suis formée par des personnes éducatrices et des personnes enseignantes à l'éducation préscolaire. Donc, les premiers mots étaient tout ce que j'avais besoin de dire. Je forme et je suis formée par. La posture dans laquelle je me présente lorsque je suis dans une activité de développement, de formation, et pas la posture d'une experte qui arrive avec des connaissances à transmettre à l'égard des arts et de la culture, mais plutôt d'une personne qui est curieuse puis qui a envie d'apprendre. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Pourquoi vous êtes présent? La répétition des activités sera un autre facteur qui va favoriser le changement. Des fois, des formations, ça peut durer 3 heures, 6 heures. Ça peut être répété dans le temps aussi quand on a une possibilité de faire une communauté d'apprentissage sur une plus longue durée. On va vraiment voir des changements dans les pratiques, un développement du sentiment de compétence, comme André parlait, le sentiment de compétence à l'égard de la pratique de la musique est aussi fort que celui à l'égard de la danse en ligne, je crois. On est au même endroit. Oui, puis la volonté, le fait de venir de façon volontaire. Donc, les personnes qui assistent aux formations s'inscrivent de façon volontaire. 3 choses. Être volontaire, être répété et se placer dans une posture d'apprentissage. Tout le monde. Oui. Okay. Madame Leclerc? Mais en fait, pour le parcours culturel, ce qui était gagnant, c'est qu'il y avait beaucoup de latitude dans ce que les étudiants pouvaient choisir comme activité. Donc,
l'idée, c'était que ça corresponde à leurs besoins. Est-ce que dans leur coin, il y a une communauté allemande, par exemple? Donc, est-ce que là, c'est pertinent d'apprendre des mots de base, des salutations, puis quand la personne à l'hôpital arrive, bien, on est capable de se débrouiller un peu. Fait que tout ça se voulait très pratico-pratique, qui venait répondre à leurs besoins. Puis la preuve qu'ils avaient fait leur activité était très large aussi. Ça pouvait être une photo d'eux en action, ça pouvait être un résumé d'un film qu'ils avaient vu, je pense entre autres un film sur une personne trans. Donc, il y avait beaucoup de façons d'exprimer leur réalisation de ce qu'ils avaient fait comme activité. Il y en a même une qui a fait un TikTok, là, fait que c'est très au goût du jour. Fait que tout ça fait en sorte que les étudiants avaient le goût de participer puis se sont bien impliqués dans le parcours culturel. Eh bien, on va finir par se tutoyer. André? Oui. En fait, en ce qui concerne les facteurs de réussite par rapport au cours de la musique au service de l'enseignement, j'ai été étonnée de l'accueil très positif que ce projet-là a reçu tant par les collègues, par les pairs que par les étudiants. Il y a eu une espèce d'engouement, vraiment une curiosité très grande par rapport à ce projet-là. Et je me suis questionnée à savoir qu'est-ce qui pouvait contribuer à ce grand intérêt-là. Puis je me suis dit, ben, en fait, c'est sûr que c'est un projet qui est appuyé par des fondements, donc des fondements théoriques, des fondements scientifiques. Et j'ai l'impression que c'est venu donner une certaine légitimité à ce projet-là. Donc, ça lui a donné, d'après moi, ça a contribué aussi à son rayonnement. C'est un cours aussi qui mobilisait beaucoup des approches pédagogiques très variées, mais pour permettre aux personnes qui suivaient le cours d'adopter une posture réflexive, une posture analytique, et beaucoup d'approches expérientielles aussi. Donc, vraiment pour plonger, interagir directement avec la musique pour la vivre, pour mieux la comprendre et être à l'écoute de ce que ça suscite chez nous. Ensuite de ça, j'ai fait beaucoup de liens aussi à l'intérieur du cours avec le développement des compétences professionnelles des futurs enseignants, donc des futures personnes enseignantes. Ça a permis vraiment pour eux de rendre le tout très concret, puis de le rattacher à leur future profession. Donc ça, je pense que c'était un autre des leviers qui était facilitant. Puis finalement, on y revient, Aimé l'a mentionné aussi, mais à travers ce cours-là, j'ai mené un projet de recherche pour documenter comment la perception de compétences des futurs enseignants évoluait au fil de la session. Puis on s'est rendu compte que même si ce ne sont pas des personnes musiciennes, artistes qui font de la musique qui accordent à la musique une grande part dans leur vie, ils se sentent quand même aptes et compétents pour l'intégrer dans leur enseignement. Oh, intéressant. Je me tourne vers ma gauche et là, c'est Mme Bailly que nous allons attendre. Oui, effectivement. Donc tout à l'heure, Marie-Hélène nous a parlé du fait que l'objectif de notre projet, c'était d'améliorer la compétence culturelle des étudiants en enseignement du français au secondaire, et que ça venait avec une contrainte, c'est que la formation disciplinaire se donne à notre département de lettres et communication sociale. Et donc il fallait que le lien s'établisse entre nous, et que nous aussi, comme formateurs au département de lettres et communication sociale, il fallait tenir compte du fait que la moitié de notre classe est occupée par des étudiants qui font un bac en études françaises, donc pas un bac en enseignement du français au secondaire. Et donc il fallait réussir à tenir compte de cette contrainte-là pour que, oui, améliorer la compétence culturelle des étudiants de son programme, mais aussi que nos étudiants à nous se sentent satisfaits de ce que nous leur offrons. Donc là, Marie-Hélène est arrivée dès le départ en nous incluant. Elle a vraiment tout de suite décidé que les collègues de notre département devaient être inclus dans le projet. Et donc, on a été convoqués dans des réunions, invités dans des groupes de réflexion, et on a pu faire partager nos préoccupations avec elle. Donc, on a été consultés à tous les moments du projet. Ensuite, quand est venu le temps de réfléchir aux stratégies qu'on voulait implanter dans nos cours, elle nous a toujours donné le choix, ça n'a jamais été imposé, ça pouvait être 5 minutes dans une séance ou toute la session. Et puis finalement, elle nous offrait de faire un retour après la session pour voir comment notre stratégie s'était implantée. Voilà.
Bon, bien. Toujours cette tension, hein, discipline. Mais elle peut être féconde. Catherine? Oui, donc au niveau de Mosaïque, je dirais que les facteurs de succès, je dirais que l'importance de la récurrence des événements, donc d'avoir un événement, malgré l'horaire compliqué des étudiants, là, de quand même se centrer les mercredis de 5 à 7, de toujours avoir le même moment, la répétition, bien que ça devienne quelque chose de parfois négatif, parce que les étudiants qui ont toujours les cours le mercredi, malheureusement ne peuvent pas se présenter, mais ça a créé vraiment des occasions de rencontres pour tous. Puis je dis souvent des rencontres organiques qui n'auraient pas pu se passer si ça n'avait pas été de l'espace Mosaïque. Donc, bonifier aussi les rencontres de parrains-marraines. Donc, c'est des rencontres qui se faisaient déjà un peu sur le campus, mais parfois le match amical se faisait pas forcément entre une et deux personnes. Donc, amène ton étudiant dans les rencontres Mosaïque, il va y avoir une communauté qui va être là pour l'accueillir. Donc, ça stimulait en fait l'offre aussi des opportunités de rencontres que les étudiants pouvaient faire aussi, pas juste avec leur binôme, mais aussi avec d'autres personnes sur le campus. Sinon, dans les facteurs de succès aussi, j'ai nommé, mais cette approche communautaire-là, ce travail de corridor-là, le fait qu'on est un réseau, qu'on est une communauté d'étudiants qui redonne à d'autres étudiants et d'autres personnes de l'université. Donc, ce travail-là, c'est important de bâtir puis de faire comprendre l'influence d'un réseau aussi, justement, dans ce genre de projet-là pour développer le sentiment d'appartenance à cette communauté-là. Sinon, je disais dans les facteurs de succès, de répondre aux besoins et des attentes un peu qui avaient été nommés en co-créant avec les personnes identifiées. Donc, dans le cadre des étudiants internationaux qui participent, donc avec les bénévoles, avec les personnes qui participent, on s'inspire des idées, des thématiques que les étudiants veulent avoir dans leur prochaine activité. Donc, évidemment, ils font partie de cette création-là aussi d'événements. Donc, les thématiques, justement, ils sont réfléchis pour répondre à un besoin directement. Puis oui, je termine avec justement travailler avec des organismes de la région, comme c'est le cas avec Voie de passage, IDI, le comité de solidarité de Trois-Rivières, pour essayer de sortir un peu du campus, puis travailler avec pour faire connaître ces activités et ressources-là aussi. Merci beaucoup, Catherine. Est-ce que Maris, Marcia ou quelque chose à ajouter? Oui, on va prendre le micro. Ben là, Narcia. En fait, toujours dans les facteurs de succès, comme je le dis tout à Catherine, moi j'attends toujours le mercredi. Parce que, comme je dis, je suis en doctorat, donc je suis tout le temps au laboratoire. Donc pour moi, le mercredi, je commence jamais une expérience qui va me prendre du temps, qui va aller au-delà de 5 heures, le mercredi. Parce que pour moi, c'est sacré. Je sais que de 5 heures à 7 heures, je dois être au mercredi, que ce soit pour faire la danse en ligne, pour jouer au loup-garou aussi. Et donc, du coup, pour moi, c'est très important. Et parfois, avec les autres étudiants, il y a cet attrait-là. Et on t'appelle, tu vas être là aujourd'hui. Tu dis non, je ne serai pas là. Tu dis non, pourquoi? Aujourd'hui, on va jouer au loup-garou. Aujourd'hui, il y a un film qu'on va regarder. Donc, du coup, ça donne envie aux autres étudiants de venir participer à cette activité-là. Très bien. Je vais y aller le mercredi, moi aussi. Ce soir, justement, on fait des dessins ici. Justement. On pourrait passer une étape de dialogue avec les invités, les membres du panel et le public. Donc, présents dans le hall, vous êtes invités simplement à lever la main et à prendre la parole. Il y a le micro. Évidemment, vous évitez les longs préambules, questions assez courtes, hein, adressées à l'un ou l'autre de nos panélistes. Et ceux qui sont à distance, vous pouvez utiliser la fonction « lever la main », comme ça on va bien vous voir. Et la même consigne, évitez les longs préambules et vous posez votre question à l'un ou l'autre de nos panélistes. Donc, la parole est à vous, en présence ou à distance. Alors, voilà, nous vous écoutons. Charlène, que j'ai malheureusement un peu débaptisée tout à l'heure. Oui, ce n'est pas grave, Denis. Merci à toutes les intervenantes pour votre animation sur concernant cette table ronde en faveur des arts et de la culture. J'ai une question, en fait, plus particulièrement pour le projet de Marie-Hélène et d'Anne-Sophie, si vous le permettez. Bien sûr. Vous avez évoqué, puis Denis l'a rappelé, cette tension entre l'enseignement disciplinaire et l'enseignement fait par les sciences de l'éducation. Et j'aimerais savoir, j'aimerais reprendre le terme exact, le répertoire de stratégie culturelle que vous avez envisagé. Pourquoi avez-vous fait le choix
d'apporter cette compétence culturelle par les départements disciplinaires et non pas par le département des sciences d'éducation. Charlène, simplement te présenter rapidement Oui, pardon. pour le bénéfice de tous Charlène Deharbe, je travaille au décanat de la recherche et de la création. à l'UQTR. Oui. Très bien. Merci pour la question. Alors, Marie? Oui. C'est une excellente question. Je sais que je fais parfois un peu, pas polémique, là, mais ça dérange certaines personnes qu'on parle de culture disciplinaire. On est plutôt en faveur de la transdisciplinarité, de l'interculturel, etc. Moi, je suis enseignante de français, mais je suis pas spécialiste des arts de la parole, ce que j'appelle les arts de la parole. Je suis pas linguiste ni sociolinguiste, et je ne suis pas spécialiste des médias, de la communication. Ça, ce sont mes collègues qui le sont. Alors, ils portent une culture de leur champ beaucoup plus fine, beaucoup plus développée que ce que moi, je peux offrir à mes étudiants, même si je suis en didactique. Donc, nous, les didacticiens, on s'occupe, on regarde l'apprentissage des objets. Donc, évidemment que l'objet est là, mais je peux pas me substituer à ce qu'une personne comme Anne-Sophie peut apporter aux étudiants, futurs enseignants, en termes d'histoire de la langue, de fonctionnement, les variations, l'idée des registres qu'il faut embrasser dans une approche qui est culturelle. Puis mon rêve, je vais terminer là-dessus, c'est de pouvoir faire ce projet-là pour toutes les disciplines et non pas juste en français. Effectivement, c'est un grand défi. Oui. qui nous concerne tous. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un à distance qui a levé la main, Marie? Est-ce que tu as vu ça? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Eh bien, alors, la salle, vous avez priorité. Oui, Hervé. Bien, n'oublie pas de te présenter, même si tu es connu comme Barabbas. J'espère que je ne suis pas connu comme un Barabbas. Hervé Gué, directeur du département de lettres et communication sociale. Ma question s'adresserait à nos étudiants ici. J'aimerais savoir, dans le projet Mosaïque, les éléments de culture québécoise qui ont fait partie du projet et qui ont eu du sens pour vous, qui vous ont, d'une manière ou d'une autre, transformé. Voilà ma petite question. Oui, alors je pourrais dire que parfois on fait des soirées où on partage la culture et on essaie de raconter des histoires. Par exemple, moi, certaines fois, je vais à la chasse-galerie. Donc, du coup... Est-ce que vous étudiez un peu à travers ça, la danse en ligne, la chasse-galerie? Donc, du coup, j'étais curieuse d'apprendre qu'on m'avait raconté l'histoire de la chasse-galerie en me disant que, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de peintures au niveau des murs de la chasse-galerie. On a dit, ouais, vous avez vu cette peinture-là, ça raconte une histoire. Et du coup, on a raconté cette histoire avec les bûcherons qui étaient dans la forêt et du coup, qui voulaient rentrer chez eux une soirée de fin d'année. Donc, du coup, ils ont dû faire un pacte et tout ça. Donc, ça nous a, moi, personnellement, ça m'avait marqué. Et aussi, il y a des expressions aussi qu'on apprend, genre certaines fois, quand on dit à quelqu'un de s'asseoir, on ne dit pas, viens t'asseoir, tu te dis, tire-toi une bûche. Bon, je n'ai pas l'accent, désolé. Mais on a toujours ces expressions-là qu'on essaie d'apprendre. Et certaines fois, lorsqu'on veut passer un message, on essaie de dire ces expressions-là, même si on n'a pas les accents comme on dit. Mais je pense qu'à travers ça, oui, ça nous aide. Je ne sais pas pour Béla s'il y a quelque chose à ajouter. Je peux faire un peu de pouce avec les types d'activités. On fait toujours Catherine. des liens avec, avec la culture, évidemment sans forcément toujours faire une activité culturelle dans nos thématiques différentes semaine après semaine, mais
On a eu une dernièrement qui c'était partage de contes et légendes. Donc, évidemment, on a fait le conte de la chasse-galerie, mais c'est intéressant de voir que chaque culture a ses conteurs, justement, ses histoires. Donc, c'est d'utiliser l'art et les loisirs en général comme vecteur, justement, pour partager les différentes cultures. Puis on a souvent aussi, à chaque événement, on essaie de rajouter les petits mots du jour. Donc, quand on a fait la soirée danse, justement, on a demandé aux étudiants de tout écrire au tableau le mot danse dans les différentes langues, différents noms. Donc, ça nous fait toujours une petite introduction à nos événements. Merci beaucoup, Catherine. Marie? Maintenant? Comment s'appelle? Mathieu. Mathieu est demandé au parloir. Ça, je suis un peu âgé, n'est-ce pas? Alors, j'ai des références. Donc, Mathieu, vous êtes... et quelle est votre fonction? Oui, directeur adjoint au service des partenariats du Ciel Innovation. Donc, c'est notre magnifique équipe qui va accueillir prochainement une coordonnatrice au développement des activités culturelles, donc pour faire vivre et animer le milieu. Là. Donc, la mise en œuvre de la politique là, sur les arts, la citoyenneté culturelle. Donc, tout ça se met en branle. J'aurais aimé ça vous mentionner un nom aujourd'hui, mais il reste des petites technicalités là, administratives à compléter, notamment l'annonce aux membres de mon équipe. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne-là va se joindre à nous dans les prochaines semaines, probablement au mois de mai. Donc, le mandat, ça va être d'accompagner le milieu, là, toutes les belles initiatives qu'on entend tantôt, de les recenser, de deux, de voir quel effet de levier ça peut avoir, puis aussi, comme on est un service des partenariats, de voir les maillages qui sont possibles aussi là, avec la communauté culturelle de la Mauricie, mais également de l'ensemble des territoires là, où l'université offre des services. Donc, on peut passer là, au centre du Québec, la Naudière également. Donc, le milieu très effervescent de la culture à l'université va pouvoir bénéficier d'une ressource très, très prochainement là, pour un premier contrat de 12 mois pour procéder à la mise en œuvre de la politique. Également, je profite du fait que ma collègue Sophie du vice-rectorat de la recherche qui est juste ici et Chani derrière. Donc, on a un nouveau pavillon de la recherche qui s'en vient au centre-ville à Trois-Rivières. Puis, il y a une programmation scientifique et culturelle aussi qui va être élaborée au cours de la prochaine année. Donc, pour la première fois, l'UQTR va avoir deux ressources là, qui vont pouvoir soutenir le milieu, les activités, les initiatives de la communauté pour faire rayonner, bourgeonner là, toutes les activités et les initiatives culturelles. Puis la personne qui va joindre à nous nous écoute en ligne actuellement, une très, très bonne connaissance aussi des rapports qui ont été produits là, pour la mise en œuvre de la politique. Il y a contribué aussi directement, donc elle a une connaissance très fine aussi des enjeux, des potentiels du milieu universitaire. Donc on voulait aussi là, que la personne en question soit capable d'avoir une écoute là, active, une collaboration vraiment de proximité avec la communauté étudiante, mais aussi avec le corps professoral. Donc ça, je pense qu'on coche toutes les cases pour la suite. Ah oui. Franchement, ça donne vraiment envie d'intégrer l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui, il faut quand même vous féliciter, parce que vous savez que vous êtes quand même la première université et actuellement la seule à vous être dotée d'une telle politique. La deuxième, alors merci Hervé de me corriger, il y a aussi une politique à Sherbrooke. Oui. OK. Est-ce qu'ils ont engagé une ressource? Non. Ah! Voilà. Alors, toutes mes félicitations. Et donc, ce qu'on cherche aussi à travers ça, c'est quels sont les leviers dont on peut disposer pour pérenniser nos initiatives, hein? Parce qu'elles sont souvent portées par une personne ou deux qui déploient énormément d'énergie et d'enthousiasme, mais il faut se donner des choses, des structures aussi qui assurent là, une certaine forme de pérennité de nos initiatives culturelles dans chacun de nos milieux. Merci beaucoup à tous de votre participation précieuse. On aurait pu vous laisser la parole, mais il y aura d'autres occasions. Et là, je cède la parole à ma chère collègue. Que dire? Les adjectifs manquent. On va dire Migwesh. Merci à votre présence à distance. Merci de présence sur place. C'est ce qui donne un sens à l'intervention de nos protagonistes à la table ronde. Merci beaucoup pour votre intervention aujourd'hui. J'aimerais remercier initialement, on a pu faire une méthode pour la mise en œuvre de la politique culturelle grâce au ministère de la Culture et des Communications, qui nous écoute, je pense, quelque part là. Et ce que vous avez vu, dans le fond, plein de choses sont en marche à l'interne. Alors, ça va être la mise en valeur de toutes ces initiatives-là qui va nous intéresser. Je vais signaler que le laboratoire de recherche publique de la culture, on était avec Hervé à la direction. Hervé, directeur, moi co-directrice, et prennent le relais Anne-Sophie Bali pour la prochaine année.
donc la direction du labo avec Marie-Claude Lapointe à la co-direction. Ah. Alors, c'est très précieux. Pour les gens qui ont acheté des boîtes à lunch, vous avez peut-être retrouvé un petit numéro à l'intérieur. En fait, je vais m'adresser aux gens à l'extérieur, à distance, en vous remerciant pour les gens qui étaient en présence, s'ils avaient la possibilité de se mériter un cadeau culturel qui était dans le numéro, grâce à un billet de tirage qui est dans la boîte à lunch. À distance, on va vous dire au revoir et merci d'avoir été là. Et à vous qui êtes sur place, on vous invitera après la présentation, les mots de conclusion, enfin les pensées que va nous communiquer Jacques Néouachiche pour la conclusion de l'événement. On vous invitera à vous diriger vers la table des boîtes pour trouver votre cadeau culturel à l'aide du numéro que vous aviez. Et miigwech à Jacques qui va intervenir tout là. Et on savait que Mosaïque prépare un événement ce soir, un 5 à 7 dans ce lieu ici même. Donc, on pourrait tout simplement rester ici, danser un peu, puis se retrouver tout à l'heure. Mais entre-temps, je vais demander à Jacques Néouachiche de nous faire la cérémonie de conclusion. Miigwech, Jacques. Miigwech, Ideno. Salut, bonjour, bonsoir, peut-être au vieux monde qui sont de l'autre côté. Ici, on est le nouvel monde qui appelle, le monde nouveau. Alors, tout est nouveau souvent, alors on met en place des choses nouvelles. C'est un bel exemple, merveilleux. D'ailleurs, on parle de culture. Je suis la culture d'une nation. Autochtone, bien sûr. Alors, je suis ici comme aîné en résidence et je suis fier de partager ce que je suis, autochtone. Je vais un peu partout dans les cours, dans les classes où je suis invité pour parler de la réalité autochtone. Alors, avec moi, c'est sûr, il y a tout. Il y a les contes, il y a les chants, il y a les savoirs, tout ça. J'étais dans un cours ce matin où ils donnaient une pièce de théâtre pour les enfants de premier cycle aussi, 3e, 4e année, 5e année. Et c'est avec ce groupe-là que je suis allé aussi à la Pinelle pour faire des rencontres avec la nature, mais aussi avec les arts de la nature, bien sûr. Nimire tene pamshkayan. Nimire tene waptaman pima diziwin. Miigwech pima diziwin. Nimire tene pamshkayan. Nimire tene waptaman pima diziwin. Hiye, 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 win. Quand je suis en canot, je remercie la vie parce que j'ai la chance de le voir. Un peu comme le canot que tu as vu à la chasse-galerie. Miigwech, miigwech, eshuedi mia. Pima dizi, hiye, 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 win. Nimireten hepamteyan. Nimireten hewaptaman. Pima dizi, hiye, 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 miigwech, miigwech, eshuedi mian. Pima dizi, hiye, 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 win. Nimireten epam samteyan.
Pima disi, when miigwech eshueri mian. Pima disi, Ewen, oh merci, c'est ça que j'aime miigwech.